Ainsi donc, la recherche biomédicale doit s'appuyer sur une méthode rigoureuse. Et quelle est la meilleure méthode qui puisse permettre d'analyser les données de l'expérience, de l'observation, puisque ces données ne sont que des probabilités? Quelle est la meilleure méthode? C'est la méthode statistique. Ce qui veut dire que la méthodologie est fondamentale dans la recherche biomédicale. Alors, la recherche biomédicale s'oriente grâce à cette méthodologie sur les fondements, je dirais, de la modernité de la science. Vous savez que historiquement, les choses qu'on ne comprenait pas, on les interprétait de manière un peu fumeuse. C'est ce qu'on appelle l'approche interprétative du réel avant le VIe siècle, avant Jésus-Christ, apparition de la rationalité. C'est-à-dire que c'était en général le chef ou le religieux ou celui qui avait un peu plus de poids qui décrétait comment sont les choses et qui les interprétait. C'est du chamanisme en étant très prudent sur la critique qu'on pourrait faire de ce mot. Mais passons. À partir de la rationalité dite philosophique autour du bassin méditerranéen vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Socrate, Platon, Aristote et les autres, on a commencé à chercher à raisonner sur les faits observés de manière rigoureuse. Et la meilleure méthode pour être le plus rigoureux possible, qui s'est révélée, c'était les mathématiques, la mathésis universalis. Je vous rappelle que Platon, dans son académie, avait écrit au fronton « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est-à-dire, si vous ne savez pas raisonner, pour simplifier, vous ne pouvez pas prétendre à devenir un savant. Vous savez qu'avant la philosophie, les philosophes étaient les savants de notre époque. À partir du XVIe, XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle la modernité dans le monde occidental, il est survenu un changement complet de paradigme. C'est quoi cette modernité? Vous vous rappelez que Nicolas Copernic a réalisé que la Terre tournait autour du Soleil et n'était plus le centre de l'univers. Changement complet de paradigme, on revient sur tout ce qu'on avait a priori cru et on raisonne de manière plus exacte en comprenant que l'observation pure est trompeuse. Et les deux pères de cette rupture épistémologique sont évidemment Galilée, qui en 1623 écrit dans un livre qui s'appelle L'Essayeur, l'univers est écrit en langage mathématique, et si on ne connaît pas ce langage de signes et de symboles, on ne peut rien y comprendre. Et Descartes reprendra plus tard à travers ses règles pour la méthode de l'esprit, pour la direction de l'esprit, Descartes reprendra les méthodes de la science moderne. C'est-à-dire que la mathématique est l'outil indispensable qui nous permet de régler, d'organiser les observations données par l'expérience. Et s'il n'y a pas le raisonnement après l'expérience, on l'a dit, c'est-à-dire grâce à l'outil mathématique, on arrive à dire tout et n'importe quoi. Petite parenthèse sur ce qui se passe aujourd'hui, certains dénigrent contestent à la science tout rôle dans la recherche médicale en disant la médecine soigne et moi j'ai compris que c'est comme ça qu'il faut soigner les gens et peu m'importe ce que me dit la science. C'est une sorte presque de revenir au chamanisme avec le gourou qui vous approche interprétative du réel, qui vous révèle la réalité du monde, comme lui la croit. Et on n'est plus dans la certitude, dans l'exactitude qui aboutit à la certitude, on est dans la pure croyance et on connaît toutes les dérives que ça peut entraîner. Il y en a 1000 exemples dans l'histoire. Alors, une fois qu'on a dit ça, que la recherche biomédicale doit s'appuyer sur l'observation, que cette observation doit être raisonnée grâce à un outil majeur qui est la mathématique, donc les statistiques et les probabilités, on peut se rappeler aussi que si la science est dans un monde d'exactitude, c'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a un effet, et lorsque je retrouve l'effet, je retrouve la cause, et que donc je peux connaître les objets du monde qui m'entourent avec certitude si je m'appuie sur la science mathématique. Mais la médecine est dans un monde d'incertitude, puisqu'il s'agit d'êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une courbe de probabilité le décrit très bien, c'est la courbe de Gauss, vous savez, c'est une courbe en cloche. Si je mets en ordonnée, en abscisse, pardon, le temps, je mets 3 mois, 6 mois par exemple, et je mets en abscisse le nombre de malades, je m'apercevrai qu'au bout de 6 mois, la moitié des malades qui ont un cancer du pancréas sont morts. Et j'appelle ça une médiane de survie.
Mais qu'est-ce que ça me dit de la réalité de M. Dupont? Eh bien, pas grand-chose. Je ne peux pas dire à M. Dupont, je suis certain que vous allez mourir dans 3 mois, 6 mois, ou je n'en sais rien. Je ne peux que lui dire la probabilité que la moitié des malades meurent de votre pathologie à 6 mois est de temps. Ce qui veut dire que puisque la médecine est dans un monde d'incertitude, pour aboutir à des exactitudes médicales les plus certaines possibles, eh bien il faut comparer. Je ne peux que comparer l'évolution de M. Dupont avec l'évolution de M. Durand, ou je ne peux que comparer le traitement que j'ai donné à M. Durand par rapport à un autre traitement que je lui donnerai. Alors comme il ne s'agit pas d'expérimenter sur l'être humain, c'est vrai que depuis le code de Nuremberg, c'est strictement interdit et éthiquement, il n'en est absolument pas question. On a plusieurs méthodes d'observation médicale. La première, ce sont les études observationnelles. Je n'interviens pas, j'observe ce qui se passe lorsqu'on fait couramment certaines choses. Je prends un exemple historique. Ambroise Paré avait observé sur les champs de bataille que les soldats blessés, amputés par blessure évidemment, lorsqu'on cautérisait la plaie, il avait observé qu'il y avait beaucoup d'hémorragies secondaires mortelles parce que la cautérisation, le caillot, pouvait sauter dans la nuit. Donc, à partir de cette observation, il en a déduit une hypothèse, qui n'est pas une certitude, qu'il valait sans doute mieux ligaturer l'artère. Et il a observé qu'effectivement, a priori, du point de vue de l'hémorragie, c'était mieux. C'est donc a priori une étude observationnelle, ce n'est pas une étude expérimentale. Mais pour autant, quelle est l'analyse de cette étude? C'est que Ambroise Paré était quasiment certain que la mort arrivait après amputation cautérisée pratiquement tout le temps. Donc il a dit, puisqu'il y a une certitude de mort, je vais essayer un traitement qui empêchera la mort. Sauf qu'il n'a pas tout à fait analysé, si on veut être un peu rigoureux, que peut-être, ça n'a pas été analysé, que peut-être le fait d'aller faire un nœud sur l'artère, c'est-à-dire d'intervenir sur des chairs meurtries, avec le risque d'infection majeure que ça comportait à l'époque, pouvait sans doute entraîner aussi beaucoup de morts, et qu'il aurait fallu raisonnablement, scientifiquement, méthodologiquement, comparer les morts par hémorragie spontanée et les morts par infection liée au traitement. Et là, on aurait pu dire avec certitude qu'il valait mieux, sans doute, lier l'artère. Mais passons sur cet exemple, on était au XVIe siècle et Ambroise Paré n'avait pas la possibilité de la méthode scientifique comme aujourd'hui. Le risque de ces expérimentations qu'on appelle observationnelles à tort, ce serait de faire tout et n'importe quoi. Je vous rappelle qu'en 1865, le grand Claude Bernard, un médecin réputé, avait dit « Arrêtez de penser, de raisonner, expérimentez, et vous verrez que ce sera beaucoup mieux. » Mais vous voyez que expérimenter sur l'être humain, c'est un peu dangereux. Donc il y a une deuxième sorte d'étude à côté de ces études purement observationnelles, où a priori on ne rajoute rien, avec la petite nuance que je viens de vous donner. Ce sont des études comparatives, des études cliniques comparatives. On prend 2 populations de malades à qui on donne à une un traitement A et à l'autre un traitement B, dans la mesure où on ne sait pas quel est le traitement qui marche. Et on étudie, évidemment on l'a fait en amont, que ce traitement a une tolérance autorisée, respectable, qui n'est pas évidemment nocif à 100%, et on essaie de savoir quel est le meilleur de ces traitements. Et pour améliorer l'étude clinique de recherche biomédicale, on fait ce qu'on appelle une étude randomisée, c'est-à-dire que le malade ne sait pas quel produit on va lui donner, soit un vrai produit, soit un placebo, c'est-à-dire un produit neutre, et le médecin prescripteur non plus ne sait pas quel produit on va lui donner. Pourquoi c'est important de faire des études randomisées? Parce qu'on sait très bien que l'influence qu'a le prescripteur sur son malade est majeure. C'est exact, ça a été relevé évidemment, par exemple en pédagogie. Il y avait une étude très intéressante qui disait à un médecin de grande qualité pédagogique d'essayer de stimuler des élèves qui étaient a priori moins doués que d'autres. Lui était persuadé que seuls les doués réussissaient. Et d'ailleurs, il le prouvait à travers ses résultats. Mais on lui a dit, on fait une étude, on vous donne des enfants pas très doués,
on va voir ce que vous allez en faire et on vous donne un autre groupe d'enfants doués et on va voir ce que vous allez en faire. À la fin de l'étude, il dit, j'avais raison, les élèves doués réussissent bien, les élèves non doués réussissent moins bien. Sauf qu'on l'avait biaisé, puisqu'on ne lui avait pas dit que ce qu'il croyait être des élèves doués étaient en réalité des élèves non doués. Vous voyez que l'effet, subjectif du prescripteur ou du pédagogue sur le résultat de son traitement ou de sa pédagogie est très important. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo ou l'effet nocebo. Ce qui veut dire que pour éviter cet effet, on fait des études dites randomisées, en simple ou en double aveugle, je ne rentre pas dans des détails. Alors, pourquoi refuser ces études ? Eh bien, je l'ai dit, certains détracteurs disent il n'est pas question de faire une étude randomisée sur l'évaluation du parachutisme, par exemple. Mais il y a un biais. On sait très bien que si vous sautez d'un avion sans parachute, vous allez mourir à 100% ou à peu près. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 cas de personnes qui ont eu la chance de tomber de plus de 2 ou 3 000 mètres sans mourir, mais c'est absolument exceptionnel. Donc évidemment, il n'est pas question de faire une étude randomisée. Mais là, on est dans un risque certain. Si vous ne mettez pas du liquide dans votre voiture, elle ne freinera pas. Mais lorsqu'on est, comme c'est le cas du Covid, dans un risque incertain et relativement faible, il n'est pas question d'accepter de ne pas faire d'études comparatives. Et je crois que le problème est exactement là. Alors le dernier point de la polémique, en simplifiant, relisez le texte qui est plus précis bien sûr, ce serait le fait que l'éthique est normative et que la morale est meilleure. Je vous rappelle que l'éthique médicale a vraiment eu sa place après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque on a promulgué le code de Nuremberg en 1947, où on a décrété qu'il fallait arrêter d'expérimenter sur un être humain qui n'était ni une chose, ni un animal, ni une machine, ni la somme de ses organes. Et heureusement qu'on a fait ça. Ce qui veut dire qu'on a encadré les recherches biomédicales de la manière dont j'ai parlé. Quel est le contrôleur de ces recherches biomédicales en France ? 2 organismes, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui n'autorise une mise sur le marché que s'il a été prouvé suffisamment que la tolérance et l'efficacité est grande, et le comité de protection des personnes, qui vérifie que l'étude visant à donner la certitude de la tolérance et de l'efficacité d'un médicament dans des proportions évidemment incompressibles puisque la médecine est toujours risquée, satisfasse à des critères méthodologiques sérieux, de rigueur scientifique. Alors, dire que l'éthique est normative, ce serait de dire que, vous savez que l'éthique, c'est d'évaluer ce que je fais en fonction de ce que je poursuis. Médecine, je m'occupe d'être humain et je veux lui permettre de continuer d'exister dans son humanité. Donc j'évalue ce que je fais en fonction de ce but. Si j'oublie ce but, évidemment, je fais n'importe quoi. Alors que les Grecs avaient appelé cette spécificité humaine éthikos. C'est le fait que l'être humain s'habille, que l'être humain a des habitudes, etc., etc. Cicéron, un latin, avait traduit le mot éthikos, qui correspond à l'habitude, au caractère des êtres humains, quand en latin on appelait mores, les mœurs. Cicéron avait dit c'est donc la morales, la morale. Mais au fil du temps, la morale s'est cristallisée et elle est devenue normative. 2 exemples, la morale religieuse, tu fais ci ou tu fais ça et tu ne réfléchis pas, et la morale sociale qui est la loi, tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Alors que l'éthique a continué à être un questionnement, est-ce que c'est vraiment bien de faire ci ou de faire ça en fonction de tout ce qu'on a dit ? On voit bien qu'en médecine, il y a évidemment une nécessité absolue de continuer tout le temps à se poser la question « est-ce que je fais bien pour le malade dans son humanité ou est-ce qu'il vaut mieux que je ne le fasse pas ?» Et quand je dénigre tout ça en disant « moi seul je sais parce que j'ai une croyance », eh bien on n'est plus dans l'éthique, on est précisément dans une norme totalement arbitraire, subjective et tout à fait critiquable. Alors, je vous ai dit en cette petite demi-heure ce que je pensais de la réflexion, de l'éclairage éthique qu'on peut faire sur ces questions de la médecine et de la science, de l'éthique et de la morale, et dans le fond des risques qu'on fait prendre ou non à une personne humaine. Je rappelle pour finir avec un petit mot quand même de rassurant, et je le redis, le Covid n'est pas une maladie absolument mortelle. Le confinement et toutes les règles qu'on nous prescrit, le masque, etc., c'est uniquement pour ne pas saturer les réanimations.
et pour que nous puissions continuer à sauver des gens sauvables. C'est en ça. Alors, voyons si ça a marché.